Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Tout d'abord, à 2 jours de l'ouverture de la Biennale de Venise, je reçois Loris Gréaud, banlieusard du Val d'Oise, artiste mondial. Il marie art et science dans des projets monumentaux, fous et démiurgiques. Gréaud, c'est magique et c'est juste après la une du jour de Julien Dugast. Loris Gréaud est un prodige de l'art contemporain. Il a tout imaginé. Une sculpture de cachalot grandeur nature moulée selon les descriptions du Moby Dick de Melville, des encyclopédies de l'indécision et une forêt à la beauté inflammable aux arbres couverts de poudre à canon. L'art pour Loris Gréaud, c'est de la science-fiction au présent. La preuve avec un projet entre cinéma, science, musique et art contemporain. The Snorks, concert pour les créatures de nos abysses projeté en parallèle de la 55e Biennale de Venise. How does sound travel underwater? Fast. Faster than in air. 4,750 feet per second compared to 1,000 feet per second. And really far. Sans David Lynch cette fois, l'artiste plasticien dévoilera 2 de ses installations à Paris à partir du 19 juin. L'une au centre Pompidou, l'autre sous la pyramide du musée du Louvre. Un teaser donc, futuriste, électronique et déjanté, à l'image de Loris Gréaud. Loris Gréaud, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame et Renaud Dely. Bonsoir à tous les deux. Alors, la Biennale de Venise, qui est une sorte de Jeux olympiques de l'art contemporain, qui a lieu donc tous les 2 ans à Venise, démarre dans 2 jours à peine. Vous ne représentez pas la France à la Biennale, mais vous avez 2 actualités énormes. D'une part, votre film de Snorks dans un petit théâtre de Venise, le Teatrino, et surtout une pièce à la Pointe de la Douane, ce lieu qui appartient à François Pinault, votre Laurent de Médicis en quelque sorte. Vous dévoilez une pièce extrêmement mystérieuse, une chapelle, c'est ça? Oui, une forme de nouvelle église, en tous les cas, une sorte de coquille pour une religion potentielle à inventer. Vous vous appelez Raël maintenant, Loris Gréaud? Non, pas Vous encore. êtes devenu gourou? J'y travaille. Vous pouvez en dire plus? Non, bien sûr que non, puisque à la fois, surprise. si, on peut en parler un petit peu. Il y a pas mal d'éléments que j'ai combinés. Il y a une forme de radicalité dans l'œuvre, dans le fait de n'avoir reculé sur aucune des références qui vont de Terminator 2 et les premiers effets de Mercure qui m'ont frappé à la sortie de ce film, comme vous avez été frappé à la sortie de ce film. Oui. Mais aussi bien le dessin fœtal de Da Vinci, ces hôtels bouddhiques ou autres où s'accumulent des bougies et de la cire comme ça. Voilà, tous ces éléments viennent me donner un script pour ce projet. Autour d'une nouvelle spiritualité, en quelque sorte. Potentiellement. Ensuite, il s'agit d'une installation d'art, donc la liberté de combler le et d'interprétation pour le regardeur. On définit la religion en question. Par exemple. Oui. L'art et la science, ça marche de pair dans vos travaux, dans votre questionnement sur le réel depuis toujours. Ce projet où vous avez voulu enregistrer la musique, enfin faire un concert dans les abysses, et en même temps vous a permis, de Snorks, de découvrir la bioluminescence. Et là, on a l'impression de parler à un scientifique. Alors, paradoxalement, je n'ai pas de fascination pour la science, mais bien souvent, c'est le corps scientifique qui est à même de répondre à certaines obsessions. Ouais. J'ai surtout une foule de problèmes à résoudre. Et vous avez approché des scientifiques, vous les avez sollicités, vous leur avez posé des questions? Ah oui, bien sûr, pendant plus que des questions, on a travaillé ensemble. C'est 36 mois de tournage avec le MIT de Boston, le département du Sea Grant College, la station Antares au large de Toulon, qui est à moins 3000 mètres sous la mer. Et puis des élevages de plancton à Boston et autres. Et vous avez découvert quoi? Parce que vos questionnements portent sur quoi? Sur comment l'art peut intervenir sur le réel? Dans le cadre de ce projet spécifique, dans le cadre du projet du film des Snorks, c'était une tentative qui était d'avoir une fiction qui reflète le réel. Donc une succession d'événements bien réels qui allaient basculer dans un univers de fiction. Donc j'ai réellement fait ce concert à moins 4000 mètres avec le groupe d'abstract hip-hop Antipop Consortium. J'ai demandé à Charlotte Rampling de jouer mon propre rôle et qui interprète mes questionnements et mes dérives de pensée au fil de ce projet. Et en l'occurrence, c'est un projet qui était
totalement inédit. On n'a pas en tête un exemple d'un concert à une telle profondeur. Et c'est tant mieux. C'est ce que vous cherchez à chaque fois, c'est quelque chose qui n'a jamais, un terrain qui n'a jamais été exploré. Alors, il y a cette dimension-là aussi dans votre travail, une dimension d'exploration. Il n'y a pas une volonté en tous les cas de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ouais. Mais par contre, voilà, moi je m'interroge très simplement sur le fait que je suis de la génération du GPS. Absolument tout sur notre planète est cartographié. Il n'y a plus d'esthétique du mystère, il n'y a plus de lieu du mystère. L'île de Tortuga chez les pirates, ça n'existe pas parce que tout est cartographié. Les seules choses qui restent à explorer, c'est le temps, qui n'est pas une mince affaire quand même, avec les théories quantiques, la théorie des supercordes, et le fond de nos océans. Avec ce paradoxe qui voudrait que l'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce territoire, voilà, j'ai vu ces images de bioluminescence sous-marine, ce que vous évoquiez un peu plus tôt, qui sont ces créatures qui produisent une lumière biologique. Et j'observais des spectacles, des feux d'artifice sous-marins. Qu'est-ce qui vous a fasciné concrètement là-dedans? Qu'est-ce qui vous a... Dans un premier temps, les images que j'ai reçues du MIT, où véritablement il s'agissait de feux d'artifice sous-marins déclenchés par les fréquences des UV Labs, qui sont des petits sous-marins qui sont eux capables de descendre à moins 5, moins 6000 mètres en dessous la mer. Et puis, en fonction des discussions spécifiques avec les scientifiques et les biologistes, il s'est trouvé que c'était le langage le plus répandu sur notre planète. Et de là naît toute une foule de questions qui se transforment rapidement chez moi en obsession, et donc pas mal de problèmes à résoudre. Est-ce que l'argent fait partie de vos obsessions ? Quand on parle d'art contemporain, revient souvent sur le tapis la problématique de la bulle spéculative qu'il y a autour de l'art contemporain, enfin des prix astronomiques dans les ventes aux enchères et dans les échanges d'ailleurs entre galeristes et collectionneurs. Est-ce que l'argent fait partie? Un jour, vous vous êtes décrit avec beaucoup d'autodérision, mais ça a été repris contre vous comme Jérôme Kerviel de l'art contemporain. Oui, alors c'était sûr. Alors là, ça y est, c'était cuit, quoi. Ouais. Cela dit, c'était assez drôle, dans son contexte. Oui, mais ça vous a fait rire longtemps? J'étais sur le montage du Palais de Tokyo, et on était à quelques jours du montage, et effectivement, c'était une exposition de 4000 m². 4000 m², c'était beaucoup. C'était beaucoup, et j'ai eu cette phrase qui a été reprise par mon ami journaliste, et remis en couverture des Inrocks, ce qui a un peu inquiété ma maman sur le coup. Loris Dréau est-il le Jérôme Kerviel de l'art contemporain? Mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'était très drôle sur le coup. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, tout ça a été représenté beaucoup d'argent, et on ne savait pas ce que cela allait produire, ça fait partie de l'aventure de l'art. Pour revenir à votre question sur cette idée de l'argent et des bulles spéculatives, s'il y a une obsession de l'argent chez moi, je ne crois pas. Je considère véritablement l'argent comme une énergie. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je vais avoir tendance à produire un concert pour les créatures des abysses. Et précisément, vous avez plus de moyens financiers aujourd'hui qu'à vos débuts. Ça a changé votre manière de travailler? Oui. Pour faire plus de choses? Pour faire plus de choses. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu partir sur cette exploration, cette aventure de produire un film qui sort en salle, un tournage sur 3 ans, aussi fou. Donc ça me permet d'aller plus loin dans mes questionnements. Alors, autre source d'énergie qui vous concerne, vous incinérez régulièrement vos œuvres en disant « je ne suis pas dans un rapport thésaurisateur par rapport à mon propre travail, les garder pour les vendre encore plus cher dans des années ». Vous les incinérez, et ensuite, qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Ça semble complètement fou comme en fait, c'est encore une fois un problème esthétique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des épreuves d'artistes qui sont une copie de l'œuvre que l'on garde, qui sont en caisse. Au bout de 12 années de travail, ce qui est mon cas, ça représente pas mal de caisses, et j'avais un problème face à ce capital, entre guillemets. Donc je tentais de trouver une réponse esthétique pour repropulser ce stock. Quelque part. Il s'agit de ça. Et la réponse esthétique, c'était si la physique même du travail est capable de produire une énergie physique, à savoir de l'électricité, ce serait déjà une belle chose. Et de là est venue l'idée de l'incinération, donc d'une part de la destruction des œuvres au moment de la combustion, de l'accumulation de l'énergie électrique. Et donc le projet se sépare, il y a comme une dichotomie, une part de destruction et une partie de production. De recréation. Ça veut dire qu'il y a une forme comme de côté éphémère pour vos œuvres, par définition? Vous pensez qu'il y a... Non, j'espère pas. Ou est-ce que c'est plutôt le côté Lavoisier? C'est-à-dire, vous dites effectivement, vous détruisez une partie et puis une autre partie se transforme. C'est plus un peu le Lavoisier de l'art contemporain. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que je répondais à ce problème de stockage et d'être en face de mon capital comme ça. Moi qui suis quelqu'un qui est plus dans
dans la projection et dans l'aventure de l'art véritablement, et à me dire il faut que je transforme ce stock, mon capital, en énergie physique qui va me permettre de propulser quelque chose ou d'activer quelque chose. Vous reviendrez peut-être d'ici quelques mois ou quelques années nous parler du Bloop, puisque vous avez, après vos projets de Venise, vous allez présenter 2 œuvres au Louvre et à Beaubourg le 19 juin. Mais vous partez ensuite dans le Pacifique pour tenter de retrouver le son mythique du calamar géant. Le calamar géant qui était évoqué par Lovecraft et qui faisait Bloop. Comment il s'appelait ce calamar géant ? Alors, le calamar géant. Non, mais là, on n'a plus le temps. Il faut juste me rappeler le nom. C'est le Kraken et le Cthulhu qui est dans le roman de Lovecraft. Absolument. Et donc, il sera réveillé par l'électricité des œuvres. Que vous allez produire dans le Pacifique avec le guitariste de Sonic Youth. Lee Ranaldo. Il est parfaitement sain d'esprit. Il s'appelle Loris Gréaud. C'est une star de l'art contemporain. Merci d'être venu et bonne exposition à Venise, à la pointe de la douane, Loris Gréaud. Merci beaucoup de m'avoir reçu.